Bon, bah, écoutez, on va continuer ces histoires de singes. L'idée étant évidemment d'essayer de faire comprendre pourquoi, avec une si petite, en apparence, différence génétique, il y a un gap aussi important entre les espèces des derniers grands primates, autres que les nôtres, que nous, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et nous d'un autre côté. Donc, je vais commencer en revenant sur un aspect qui était assez essentiel du dernier cours et sur lequel j'ai dû aller un tout petit peu trop vite, comme ça m'arrive souvent, et qui est sur la place centrale que joue une classe de cellules très particulière qu'on appelle les cellules de Caral-Rhésus dans la formation des compartiments corticaux, dans leur spécification, mais aussi au niveau de la neurogénèse. Tout le cours ici sera plutôt centré sur la question de la neurogénèse, c'est-à-dire comment quelques mutations relativement discrètes peuvent faire qu'on a beaucoup plus de neuroblastes et donc beaucoup plus de neurones, et donc dans la mesure où chez les humains, enfin chez les hominidés, la densité de neurones ne change pas, donc un beaucoup plus grand cerveau. On ne peut pas augmenter la densité de neurones au-delà d'un certain point parce que ce serait aux dépens des cellules accessoires, entre guillemets, qui ne sont pas accessoires du tout, les cellules gliales en particulier, et donc la densité du système nerveux, en neurones en tout cas, ne change pas le long de notre lignage, ce qui n'est pas forcément le cas le long d'autres lignages, j'y reviendrai. Donc je vous rappelle une diapositive que vous allez voir de temps en temps, que les cellules de Caral-Rhésus, qui sont ces cellules qui sont ici, là, et qui sont, dont vous voyez leur position signe une migration qu'on appelle une migration tangentielle, eh bien, que ces cellules sont générées très tôt au cours du développement, en fait, du cortex cérébral, et envahissent cette zone qu'on appelle la zone germinale, zone marginale, pardon. Donc, c'est une production qui n'est pas uniforme sur l'étendue du neuroépithélium. C'est une production qui vient à partir de quelques centres. Pour la souris, en fait, ce sont 3 centres que je vous avais représentés la dernière fois, qu'on appelle donc l'EM, ici, le septum qui est à l'avant et la frontière entre le pallium et le subpallium. Alors, je vous rappelle que le subpallium, en dessous, vous avez ce qu'on appelle les ganglions de la base. En fait, c'est la région ventrale du télencéphale. Et au-dessus, vous avez la région dorsale du télencéphale, qui est le néocortex, qui est le cortex. Par exemple, quand je vous parle du striatum ou du globus pallidus, c'est dans cette région-là, c'est donc ventral. Quand je vous parle du néocortex, c'est toujours dorsal. Et donc, les cellules de Caral-Rhésus migrent en suivant ces flèches, c'est-à-dire vers les régions dorsales, et elles vont finir par aller couvrir, comme vous voyez ici, l'ensemble de la surface de ce qui sera le néocortex, du futur néocortex. Et du fait qu'il y a ici 3 centres, mais vous verrez que chez Sapiens, il y a peut-être plus de centres que ça, ces cellules expriment des marqueurs génétiques différents. Elles sont donc différentes et elles ne se mélangent pas. C'est-à-dire, quand elles sont finies de migrer, elles forment des bords. Vous voyez, il y a un bord bleu et rouge, il y a un bord vert et rouge. Ces 2 cellules, par exemple, types de cellules, les vertes et les rouges, donc pallium, subpallium et septum, expriment toutes les 2 un facteur de transcription qu'on appelle DBXA. Donc ça, c'est intéressant parce que ça laisse supposer, si vous voulez, que les cellules de Caral-Rhésus participent à la formation des premiers compartiments au niveau du télencéphale dorsal. Donc cette disposition, elle est conservée chez Sapiens. Et si vous voyez ici, par exemple, différentes coupes, c'est-à-dire que ça, c'est le cerveau antéro-postérieur, donc c'est à la semaine 7 de la vie, c'est-à-dire au bout d'un mois de vie fétale, en gros, 2 mois de vie fétale, pardon. Ce que vous avez, c'est l'avant et l'arrière,
Et ici, les cellules de Caral-Rhesus sont marquées par un anticorps contre une protéine qui s'appelle P73 et qui ne marque pas celles qui sont à la frontière pallium-subpallium qui est ici. Vous avez ici le télencéphale, le futur cortex, donc le télencéphale. Ici, vous avez le subpallium et ici, vous avez évidemment une source de cellules de Caral-Rhesus qui n'est pas marquée ici parce que celle-là n'exprime pas. Hein, elles expriment toutes des facteurs différents, donc celle-là n'exprime pas P73. Donc, ces petits trucs rouges que vous avez ici, c'est P73. Vous avez le long de l'axe antéro-postérieur l'expression, la présence de ces cellules. Et ce que je peux vous dire ici, c'est que, et selon ces auteurs, il existe plusieurs sources localisées donc, aux frontières du pallium, dont l'hème, on en a déjà parlé, le septum, l'aire rétrobulbaire, l'hème ventral, qui est au niveau du futur hippocampe, le télencéphale codomédial et l'éminence thalamique, l'éminence thalamique qu'on peut voir ici. Et donc, en plus de la frontière pallium-subpallium. Donc, on voit que si toutes ces populations qui envahissent la surface du télencéphale humain ont des propriétés moléculaires différentes, on voit qu'on a déjà ici une base moléculaire intéressante pour la formation des différents compartiments qui caractérisent évidemment l'anatomie du cortex. Donc, si ces cellules ont effectivement un rôle dans la compartimentation, la dernière fois, je vous avais expliqué que si, par exemple, je prends P73 qui donc va être exprimé, DBX5 qui est exprimé dans les cellules vertes et rouges, mais pas dans les bleues, et comme P73 n'est pas exprimé dans les rouges, dans les verts, si je fais un croisement entre P73 créé et un DBX1 qui code pour une toxine qui va tuer les cellules, et donc si je recombine ces deux sites, je rends ma toxine active, et à ce moment-là, je vais tuer toutes les cellules qui seront uniquement les cellules du septum. Vous vous rappelez que ce que j'avais pu vous montrer, c'est que si vous faites ça, vous n'avez plus que des bleus et des rouges, vous n'avez plus de verts, parce que vous avez spécifiquement tué les verts, et alors vous avez modifié la formation des compartiments dans le cortex. Vous voyez ici que vos aires motrices sont énormément augmentées par rapport à ce qui se passe dans les aires motrices d'un animal normal, sans que la taille totale du cortex n'ait été modifiée. Et donc ça vous montre que des modifications, ça c'est énorme comme changement, que des modifications même mineures, dans la formation des cellules, dans leur migration, peuvent avoir des conséquences extraordinairement importantes sur la structure du cortex. Et c'est ça qui, je crois, doit rester, c'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux de régulation pour ce qui est de la formation du système nerveux, et que des petits changements peuvent avoir de grandes conséquences, comme nous le savons par ailleurs pour d'autres choses de la vie. Donc, dans ce que vous avez rappelé aussi, je vais vous rappeler une autre fois, c'est que, par exemple, un petit changement, bon, là c'est ce que j'avais oublié de vous dire là, dans cette diapositive qui est permanente, c'est qu'effectivement, le type de cellules Caral-Rhesus qu'on va voir à la surface va avoir des conséquences sur la spécification de ces cellules. Là, ce sont des cellules radiaires, des cellules gliales radiaires, mais qui sont en fait des progéniteurs qui vont produire des neurones, et des neurones qui auront une information de position. En fait, c'est une information de position qui sera différente et qui aura été en partie liée à leur position le long à la surface du ventricule, en fait, du type de cellules épithéliales, neuroépithéliales dont elles viennent, mais avec une influence aussi qui vient des cellules de Caral-Rhesus. Donc, ce jeu entre l'information positionnelle qu'on peut récupérer à ce niveau-là et qui est celle qui est apportée par les Caral-Rhesus n'est pas vraiment très bien compris, mais fait partie des choses qu'il va falloir essayer de comprendre dans les années qui viennent. Donc, ce que je vous avais aussi dit la dernière fois, c'est que parmi les éléments qui sont importants dans la régulation de la migration des cellules sont l'existence de facteurs de transcription extracellulaires, en tout cas qui sont capables d'être sécrétés et de passer entre cellules,
Et ce qui a été fait ici, c'était, je vous le rappelle de nouveau, je reviens sur les diapositives de la semaine dernière, nous avions, en collaboration avec le groupe de Alessandra Pierani à Paris 7, électroporé soit un facteur de transcription sécrété, c'est-à-dire qu'on a mis un signal de sécrétion dans PAX6, et quand il est sécrété, ce qu'on voit, c'est qu'on perd les cellules de Carrel-Rhésus, ce n'est pas qu'on les perd, c'est en fait qu'elles migrent à toute vitesse. Hein. Et à l'inverse, si on fait sécréter un anticorps qui est dirigé contre PAX6, c'est-à-dire ce qu'on appelle une perte de fonction extracellulaire de la protéine, à ce moment-là, une grande augmentation des cellules Carrel-Rhésus, ce n'est pas qu'on a une augmentation, c'est qu'elles cessent de migrer, là où on a électroporé, et du coup, elles restent sur place. Et c'est un effet tout à fait spécifique, car si on mute l'anticorps, je fais une mutation ponctuelle dans l'anticorps qui le rend inactif, évidemment, on n'a pas cet effet. Et ça vous montre que c'est encore un des éléments, c'est-à-dire que si vous modifiez le taux de sécrétion d'une protéine de ce type ou d'internalisation par les cellules de Carrel-Rhésus, eh bien, de nouveau, vous êtes tout à fait capable de modifier la formation de votre cortex. C'est même étonnant qu'on ait finalement un cortex relativement stable quand on pense à toutes les façons qui existent de déstabiliser le système. En plus, ce que je vous avais rappelé la dernière fois, mais que je rappelle aussi, c'est que ces cellules de Carrel-Rhésus, alors là, vous voyez, par exemple, à P0, on a plein de cellules Carrel-Rhésus qui sont marquées, en fait, ici par la rhéline. Hein. Bon, ce sont des Carrel-Rhésus de différents types. À P8, postnatal 8 chez la souris, bon, c'est terminé, pratiquement. Donc, ces cellules de Carrel-Rhésus représentent en fait moins de 4% des cellules dans un cortex, malgré leur importance qualitative. Elles sont quantitativement des cellules extrêmement peu représentées. Mais si vous supprimez les cellules dans le septum avec cette technique d'expression d'une toxine comme la toxine diphtérique dans les Carrel-Rhésus qui prennent leur source à l'avant du cortex dans la région qu'on appelle le septum, vous voyez que vous avez une prolifération de progéniteurs qui sont des progéniteurs qui sont ici marqués par un anticorps contre une protéine qu'on appelle TBR2, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Donc en fait, ce qui se passe ici, fondamentalement, c'est que dans cette région où j'ai des cellules Carrel-Rhésus, j'ai une prolifération symétrique de mes cellules ganglionnaires, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter la surface de mon cortex en proliférant au niveau de la zone ventriculaire, mais qu'au moment où je vais perdre mes cellules de Carrel-Rhésus, alors je vais entraîner une autre type de prolifération, des proliférations qui sont asymétriques, où ces cellules ganglionnaires qui sont en fait ces gliradiaires, pardon, ou ces gliradiaires, RGC c'est Retinal Ganglion Cells, alors évidemment les automatismes font que je parle de ganglionnaires, non, ce sont des radial glia, hein, donc ce sont des gliradiaires, en fait des astrocytes d'un certain type, qui sont des cellules souches, ce sont des cellules souches neurales, vont faire ce qu'on appelle des progéniteurs intermédiaires, qui, eux, vont pouvoir amplifier dans une zone qui, vous verrez, chez la souris, il n'existe quasiment pas, mais qui sont les zones subventriculaires. Elle existe chez la souris, mais elle est assez limitée. Mais chez les singes anthropoïdes, et chez nous en particulier, elle devient extraordinairement importante de taille à cause de l'amplification très forte de ces cellules. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être régulé par la migration de ces cellules de Carrel-Rhésus, qui sont donc des cellules qui ont un très grand intérêt si on veut comprendre comment se construit et comment s'amplifie et comment se différencie un cortex. Tout cela est donc résumé dans, je ne sais plus quelle diapositive, dans la diapositive numéro 8. Voilà, donc je vous résume ici cette affaire avec deux possibilités. Une possibilité qui est en fait la possibilité dite passive, celle qui était classiquement acceptée il y a un certain temps. Vous avez une source avec un morphogène, vous avez vos cellules, et en fonction du gradient de morphogène, vous allez adapter des couleurs différentes le long de votre axe qui part en fait du signal. Par exemple, ça pourrait être le septum, par exemple. Hein. Et puis, vous allez avoir des cellules qui vont avoir différents types de caractéristiques. Mais en même temps, vous pouvez aussi avoir la même chose, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a des morphogènes, je dirais, au sens de Louise Volpert, hein, pour ceux qui étaient là dans les cours précédents. Mais en plus de ça, des cellules qui elles-mêmes, des cellules de Carrel-Rhésus elles-mêmes, qui vont migrer, hein, et qui vont aller sécréter par elles-mêmes des morphogènes, c'est-à-dire influencer le devenir
de ces cellules qui auront été d'abord pré-paternées par les premiers gradients de morphogène. Donc ce sont deux façons un peu différentes de voir les choses, et c'est sûr que nous sommes plutôt dans ce type de modèle où les cellules de Caral-Rhesus vont aller sécréter des morphogènes qui vont aller modifier. Alors, vous avez un pré-pattern, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui se passe ici d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous avez un pré-pattern de compartimentation, mais les cellules de Caral-Rhesus elles-mêmes vont aller influer, ou influencer plutôt, ce pattern de façon secondaire. Donc cette interaction entre ce pré-patterning ici et ce post-patterning, entre guillemets, ici, est quelque chose qu'il est évidemment très important de comprendre, même si pour l'instant, il faut reconnaître que nous ne le comprenons pas. En plus, la migration des cellules, des Caral-Rhesus, mais aussi toutes les migrations de cellules, répondent à des gradients d'expression non seulement de facteurs mais normal, mais aussi de facteurs de transcription de la classe des homéoprotéines, dont je vous ai expliqué qu'ils étaient capables de transfert entre les cellules productrices, par exemple, les cellules gliradiaires produisent du PAX6, donc on peut imaginer que le PAX6 que nous neutralisions tout à l'heure avec un anticorps pourrait venir des pieds des glies radiaires, c'est même, moi je pense que c'est assez probable. Nous avons montré que NGREL, par exemple, dans une autre région du cerveau, vient probablement des pieds de glies qui touchent la surface du tectum, du toit optique, du midbrain. Donc on peut imaginer quelque chose à peu près du même genre ici, avec PAX6 qui serait sécrété par ces terminaisons et qui jouerait évidemment sur la migration des cellules, comme j'ai pu vous le montrer à travers les expériences qui ont été faites par l'équipe de Alessandra Pierami l'année dernière, qui ne sont d'ailleurs pas encore publiées. Donc, ces cellules et les cellules de Caral-Rhesus elles-mêmes, bien entendu, peuvent produire, et elles produisent des protéines homogènes aussi, qui peuvent participer au patterning neuroépithélium. DBX1, dont je vous parlais tout à l'heure, est une protéine homogène dont on peut penser qu'elle est sécrétée car elle a tous les signaux qu'il faut pour sortir des cellules et pour y entrer. Enfin, certains facteurs qui sont sécrétés par les cellules de Caral-Rhesus régulent eux-mêmes la prolifération des progéniteurs intermédiaires, c'est-à-dire des progéniteurs intermédiaires, c'est ceux que je vous ai présentés ici. Et donc, tout ça est quand même un jeu assez complexe, si vous voulez, d'interaction qui permettent de réguler à la fois la taille du cortex, la compartimentation du cortex et la nature, la spécification des différentes expressions fonctionnelles de ces compartiments. Dans cette spécification fonctionnelle, il y a évidemment le rôle des fibres qui viennent du thalamus et qui transmettent une information qui vient des organes périphériques, donc sur lesquels je reviendrai dans un instant si j'en ai le temps. Enfin, tout ça, ça nous amène à ce qui est le centre du cours aujourd'hui, malgré tout, qui est la question de la taille du cortex. Ou plutôt, pas tellement de la taille du cortex, parce que ce n'est pas la taille qui compte dans le cortex, c'est la surface. Et du rôle de la prolifération des progéniteurs dans la détermination de cette surface. Donc, c'est une question de biologie cellulaire, en fait, que je vais discuter à travers une revue qui a été publiée en 2014 par Martha Florio et Wieland Hüttner, et puis une autre revue qui a été publiée en 2016 par des collègues, Fernandez et collègues, qui en fait sont des collègues qui travaillent dans le sud de l'Espagne et qui a été publié très récemment. Donc le premier article ici porte sur l'évolution du néocortex en général. Alors le néocortex, je vous rappelle, c'est une structure qui est très spécifique des mammifères. On ne trouve pas de néocortex ailleurs que chez les mammifères. Son invention est assez récente, 220 millions d'années. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais bon, c'est hier. Et il a vu sa taille augmenter pratiquement dans tous les lignages, tout particulièrement chez les primates anthropoïdes et les humains, qui sont, bien entendu, des primates anthropoïdes. Alors, chez nous les humains, le cortex contribue environ, le néocortex, contribue environ aux 2/3 de la masse cérébrale totale, c'est énorme. Ce sont 16 milliards de neurones,
et je ne compte pas les cellules gliales, les vaisseaux, vous connaissez l'antienne. Hein, donc, ce néocortex, hein, c'est une couche extrêmement fine de cellules, c'est l'ordre de 4 mm chez nous. Je vous l'ai dit, à peu près 2 mètres carrés. Et vous voyez que nous avons, pour caser ces 2 mètres carrés, nous avons ce qu'on appelle des circonvolutions cérébrales. Hein. La surface, elle est calculée là, avec cette petite ligne rouge. Avec ce qu'on appelle des gyrus, c'est-à-dire ces protubérations, et des sulcus. En fait, ce sont ces régions qui sont, je vous dis ça pour quand vous lisez la littérature, que vous sachiez de quoi il retourne. Et évidemment, la présence de gyrus et de sulcus ajoute à la surface du cerveau humain, bien au-delà de la différence de taille. Vous vous rappelez, quand j'ai ouvert le cours, je vous ai montré une taille de cerveau de souris, une taille de cerveau humain, et il y a un facteur 1000, mais en fait, ça, c'est ce qui apparaît. Mais si vous comptez les gyrus et les sulcus qui s'ajoutent à cette différence de taille apparente, vous vous rendez compte que les tailles sont évidemment beaucoup, beaucoup plus importantes. Hein. Donc, voilà un cerveau de souris, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà le cerveau de souris et le cerveau humain. Donc, la taille est quand même pas tout à fait la même si nous sommes à 80% génétiquement souris. Hein. Pour les gens qui croient que les chiffres donnent des vérités absolues, 1,23, 20%, enfin toutes ces bêtises. Vous voyez ici la taille d'un cerveau de souris, la taille d'un cerveau humain. Si vous rajoutez le fait qu'il n'y a pas c'est un cerveau lysencéphale, donc pas gyrencéphale, donc sans gyri, eh bien, vous imaginez la différence de surface entre les deux animaux. Même rapporté au poids du corps, c'est énorme. Donc, cette matière grise est composée de 70 à 80% de neurones qui sont des neurones excitateurs, c'est-à-dire des neurones qui synthétisent du glutamate, et de 20 à 30% de neurones qui sont des neurones inhibiteurs, qui synthétisent du GABA, et puis d'autres types neuronaux, mais beaucoup moins importants. En fait, il y a aussi une chose sur laquelle je n'insiste pas, puisqu'on en a parlé plus tôt, c'est que nous avons une petite idée de l'organisation générale du cortex, qui est fait de 6 couches, hein, de 1 à 6, avec les couches profondes, 5 et 6, qui, elles, ont des connexions avec les noyaux sous-corticaux, et les couches 2 à 4, qui sont plutôt des connexions intracorticales, ipsi ou contralatérales, c'est-à-dire à l'intérieur du même hémisphère ou entre les deux hémisphères, en passant par ce qu'on appelle le corps calleux. Les différentes tailles, alors bon, il y a 6 couches, mais bon, il y a des régions du cortex où il n'y a pas 6 couches, il n'y a que 3 couches, en particulier le cortex olfactif. Les différences de taille du cortex entre les différentes espèces concernent la surface essentiellement, et pas l'épaisseur. Hein. Et la gyrification qui est, elle, directement liée, cette gyrification, au nombre de cellules qui constituent donc la gyrification une solution facile, hein, pour loger l'organe, quelle que soit sa surface, dans la boîte crânienne. Hein. On voit là, et j'y reviens, j'ai souvent fait allusion, l'avantage d'avoir, plutôt le désavantage d'avoir un cerveau ganglionnaire comme les insectes, hein, ou les arthropodes, hein, de façon plus générale, dont le développement est forcément limité sur le plan cérébral à cause de l'encombrement que constitue une organisation ganglionnaire d'un système nerveux par rapport à l'encombrement minimal de ce que constitue une feuille, un plan, ce qui est le cas évidemment des vertébrés. Donc l'invention du tube, hein, chez les vertébrés est certainement, j'en suis assez convaincu, à l'avantage et à l'origine surtout du développement cognitif des vertébrés, des mammifères, de Sapiens. Donc l'augmentation de la taille du néocortex caractérise l'histoire évolutive des mammifères. Hein. Bon, on la retrouve pratiquement dans tous les lignages, même si elle est évidemment plus frappante chez les primates anthropoïdes. Et elle culmine par rapport à la taille du corps avec les humains, chez qui le néocortex, je vous l'ai dit, compte pour environ 80% de la masse totale du cerveau. Alors, depuis le début du cours, je vous ai essayé de vous faire sentir ou saisir
que cette augmentation recouvre, ou peut recouvrir en tout cas plusieurs phénomènes. Donc chez les rongeurs en particulier, et chez les insectivores, la taille des neurones augmente. Donc en fait on a des neurones plus gros. Et la densité de neurones baisse. C'est pas bon d'avoir des gros neurones avec une grande densité, avec une petite densité. Donc c'est pas terrible. Ce qui se passe chez les primates, c'est que la taille des neurones ne bouge pas. Donc dans le lignage des primates, les neurones restent toujours de la même taille et la densité ne change pas non plus. Ce que je disais tout à l'heure au début du cours. Donc c'est une densité qui reste relativement, évidemment toujours. Il faut toujours faire attention en biologie, tout est toujours relatif, relativement constante. Donc ça veut dire que quand on augmente le nombre quand la taille du cerveau augmente, le nombre de neurones augmente. Hein. Donc quand on a un plus gros cerveau, on a plus de neurones. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, enfin, je ne sais pas. Donc les différentes, alors ces stratégies différentes sont liées aux implications des différentes classes de cellules qu'on appelle les cellules progénitrices. Hein. Dans la revue de Hüttner, ils les appellent les NPC. Donc ça, c'est une diapositive qui est peut-être un tout petit peu compliquée. J'y ai passé un petit moment. Donc vous avez des cellules qu'on appelle des cellules apicales. Hein. Les cellules apicales sont des cellules qui ont un contact avec la zone ventriculaire, qui est en fait la surface apicale. Cette surface en haut qu'on appelle la surface piale, hein, la pia, c'est ce qu'on appelle la région basale. C'est-à-dire que les cellules sont des cellules qui sont polarisées avec une région apicale et une région basale. Et donc il y a des cellules souches, ici ce sont des apicales radial glial cells, ou des apicaux progéniteurs intermédiaires, qui maintiennent un contact avec la zone ventriculaire. Et puis, vous avez les subapicales qui gardent un contact avec la zone ventriculaire par un prolongement, mais qui ont déjà gagné ce qu'on appelle la zone ventriculaire, ici, voire la zone subventriculaire, qui est un petit peu plus loin que la zone ventriculaire. Et puis, vous avez les précurseurs qui sont des précurseurs radiaux, c'est-à-dire basaux, pardon. Donc là, vous avez les basal radial glial cells, qui sont ici, les BRG, qui toutes sont des progéniteurs. Ce sont des bestioles qui vont faire des neurones, au bout du compte. Peut-être en passant par un intermédiaire, mais qui vont faire des neurones. Et donc, celles-là, elles ne sont plus au contact, vous voyez, de la zone apicale, et certaines ont développé des contacts avec la zone piale. Celui-là aussi a un contact avec la zone piale. Donc, en fait, ces cellules gliales radiaires de type apical sont en fait joignent complètement, traversent complètement toute la surface, toute l'épaisseur du cortex, avec un contact au niveau ventriculaire et un contact au niveau pial. Et puis ceux-là, vous en avez qui sont maintenant complètement détachés de la zone ventriculaire, donc de la région apicale, et qui ont ou qui n'ont pas un contact avec la pia, avec la couche basale. Donc, ce sont des distinctions qui sont relativement importantes, vous allez le voir, parce qu'elles ont à voir avec la modification de la stratégie de prolifération des cellules. Donc, il ne faut pas que je traîne trop quand même, parce qu'on ne va jamais s'en sortir avec cette histoire. Donc, les cellules apicales ou progéniteurs apicaux donc, sont de trois types. Il y a les cellules épithéliales qui ne sont pas représentées ici. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle les NEC, Neural Epithelial Cells, les cellules apicales. Il y a la glie radiaire apicale et les progéniteurs intermédiaux apicaux. Voilà. Donc, je vous ai montré un petit peu en bas ce qui se passe. Je vous ai raconté tout ça déjà. Alors, donc ici, vous pouvez comparer ce qui se passe entre un cerveau lysencéphale, qui est donc par exemple un cerveau de souris, et puis ici un cerveau de primate qui est gyrencéphale, selon qu'on a des circonvolutions. Et vous voyez que c'est quand même assez différent parce que ici, vous avez essentiellement dans les glies radiaires des glies qui ont un contact avec la zone apicale et qui ont aussi un contact, donc des glies de ce type, des ARG. Voilà.
Et puis, vous avez aussi, elles sont ici, hein, voilà, elles sont là. Et puis vous avez des cellules qui sont des cellules des progéniteurs intermédiaires, hein, qui lui, eux, là, sont basaux, qui sont dans la zone subventriculaire. Donc ça, c'est une zone où il y a énormément de neurogénèse. Hein. Et là, c'est la cortical plate, c'est-à-dire que les neurones ont migré ici, puis sont venus s'accumuler dans ce qu'on appelle la cortex. Ça, c'est le futur cortex. Hein. Puis là, vous avez la lame basale. Maintenant, si vous regardez un cerveau de primate, qui est gyrencéphale, vous voyez que vous avez toujours la zone ventriculaire, c'est-à-dire cette zone-là, avec les mêmes types de cellules, globalement, hein, les gliradiaires qui vont faire toute la traversée du cortex en développement, bien entendu. Mais vous avez maintenant une zone subventriculaire qui est énorme, hein, et qui s'est séparée entre deux régions, une région qu'on appelle la zone interne, la ISVZ, et la zone externe, la OSVZ, outer SVZ. D'accord ? Et ici, vous avez donc cette classe maintenant de cellules qui sont des cellules basales, hein, de ce type-là, qui peuvent avoir ou ne pas avoir un contact avec la surface piale, et qui vont se proliférer et donner toute une classe intermédiaire, de progéniteurs intermédiaires, qui, eux, vont proliférer de façon extrême. Hein. Et c'est la présence de cette extrêmement importante zone externe dans la zone subventriculaire qui va être à l'origine de l'augmentation extraordinairement importante du nombre de neurones dans les espèces qui sont des espèces gyrencéphales, et qui ne sont pas uniquement des primates. Hein, par exemple, vous allez voir, le furet a un cerveau avec des circonvolutions. Les furets ne sont pas particulièrement malins, donc ça se saurait. Je ne veux pas qu'on dise que je n'aime pas les bêtes. Hein. Ça pourrait me créer des ennuis. Voilà. Donc si je veux revenir à ce schéma très simple ici, où je n'ai pas représenté les cellules neuroépithéliales, qui, elles, sont à l'origine des cellules du neuroépithélium monocouche. Hein. C'est-à-dire quand vous avez la monocouche, au départ, votre tube, c'est juste une couche cellulaire. Hein. C'est les cellules de la neuroépithélium. C'est une couche cellulaire. Et là, vous avez déjà probablement une compartimentation qui s'est effectuée sur la base de l'expression de gènes de développement. Hein. Donc, et ensuite, les cellules de Caral-Regis, une fois que les choses ont commencé à se développer, ils viennent aller modifier probablement cette compartimentation. En tout cas, c'est une hypothèse. Ici, je n'ai pas représenté les cellules neuroépithéliales. Donc, ces cellules neuroépithéliales, qui sont en fait celles qui forment la première monocouche, hein, la feuille du neuroépithélium, elles se divisent de façon symétrique, avec ce qu'on appelle une migration nucléaire au cours de la division. Je ne vais pas intervenir là-dessus, mais le noyau bouge au cours de la division cellulaire, il monte et puis il redescend. Donc et c'est important parce que ça permet d'augmenter le nombre de cellules. Parce que si tous les noyaux étaient au même niveau, ça irait trop vite. Donc on peut en fait, vous voyez, comme ça, un noyau ici, un noyau là, ça permet d'en mettre l'un sur l'autre et puis ensuite ça fait comme ça. Donc on peut augmenter comme ça le nombre de cellules. Ça a un petit rôle sur l'épaisseur du cortex, mais comme vous le savez, le cortex, ce n'est pas quelque chose qui change énormément d'épaisseur avec l'évolution. La neurogénèse proprement dite, c'est-à-dire la production de neurones, commence avec les divisions asymétriques, hein, c'est-à-dire celles que je vous ai présentées ici, les divisions asymétriques, c'est-à-dire quand une cellule progénitrice va donner une autre cellule progénitrice, plus un progéniteur neural qui va se différencier en neurones. Hein. Donc ça, c'est important. Donc toutes ces cellules ont des propriétés moléculaires extrêmement différentes. Hein. Par exemple, ici, vous avez les cellules de la NEC, donc les cellules neuroépithéliales. Hein. Elles sont apicales, elles ont un domaine apical au moment de la mitose, mais ça, je ne sais pas. Ce qui est important, c'est tout est important. Ce qui est particulièrement important pour nous aujourd'hui, c'est le type de facteur de transcription que ces cellules expriment. Et vous voyez que PAX6, hein, dont je vous ai parlé souvent, et qui est un facteur, je crois, extraordinairement important pour toutes ces questions, y compris dans ses activités autonomes mais aussi non autonomes, c'est-à-dire de transfert. PAX6 est exprimé dans toutes ces cellules,
il y a une classe de cellules qui sont les cellules progénitrices intermédiaires basales, celles qui sont en particulier dans la OSVZ, dans la odeur SVZ, eh bien, eux expriment très fortement un autre facteur de transcription qui s'appelle TBR2. Quand c'est entre parenthèses, ça veut dire que celui-là est dominant sur celui qui est entre parenthèses. Donc vous voyez que toutes ces cellules peuvent être, j'y reviendrai, caractérisées par l'expression de certains types de facteurs de transcription, et puis par le fait qu'elles ont un potentiel prolifératif. Or, il y a des cellules, par exemple ces cellules-là, qui sont les neurogéniques, c'est-à-dire qui ont cessé de proliférer, qui vont devenir donc des neurones, et qui cessent de proliférer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cerveau ne grandit plus en nombre de cellules. Le neurone va maintenant faire son boulot de neurone, c'est-à-dire se différencier, devenir postmitotique, car vous savez, les neurones ne sont pas des cellules qui prolifèrent. Tous les autres, là, sont prolifératifs. Celui-là aussi n'est pas prolifératif, c'est-à-dire que les progéniteurs intermédiaires qui sont dans la zone apicale ont un très très faible potentiel proliférateur. Donc, et ça c'est important parce que ce sont des choses qui sont dans la zone ventriculaire et pas dans la zone subventriculaire où se fait l'essentiel de la prolifération. Donc, bon, c'est un tout petit peu compliqué, mais vous aurez le cours sur le site si vous voulez relire calmement les notes. Donc, les cellules radiaires de la couche basale, qui sont dans la SVZ, donc dans la zone subventriculaire, donc ils n'ont plus un contact avec la zone apicale, à un moment donné, vont donner non pas des neurones, plus des progéniteurs intermédiaires basiques, basaux, mais vont se différencier à un moment donné en astrocytes. Et parfois en plus grand nombre d'astrocytes qu'en neurones, comme c'est souvent le cas, et c'est en particulier le cas chez le furet, justement. Et cela est important parce que la contribution énergétique des astrocytes, on en a parlé souvent, est essentielle au fonctionnement physiologique du système nerveux. Et donc, c'est une composante astrocytaire qui est évidemment pas à négliger, même chez les primates, je dirais même en ce qui nous concerne, surtout chez les primates. Donc, une cellule souche qui s'auto-amplifie a un pouvoir d'augmentation du nombre de neurones plus fort qu'une cellule souche qui va donner tout de suite une cellule souche et un neurone, ou qui va donner deux neurones. Donc, et à ce moment-là, tout s'arrête. Et donc, c'est ce qui se passe en fait très souvent chez la souris. Vous avez une cellule souche qui va donner tout de suite un neuroblaste, voire deux neuroblastes. Et à ce moment-là, l'affaire est terminée, j'ai mon nombre de neurones terminal, je ne peux plus amplifier mon cortex. Alors, chez les lysencéphales, les progéniteurs intermédiaires de type basaux, c'est-à-dire qui sont dans la zone subventriculaire, sont neurogéniques, alors que chez les gyrencéphales, ils ne sont pas neurogéniques tout de suite, mais une cellule progénitrice intermédiaire de type B, qui n'a pas un contact avec la zone apicale, va donner deux cellules de ce type, au moins pendant un certain temps. Donc, ça explique pourquoi chez ces animaux, vous avez un cerveau qui est plus gros, enfin qui a plus de neurones que chez les lysencéphales. Un facteur qui est un facteur extrêmement important, c'est la durée du cycle cellulaire. Avec le temps, le cycle cellulaire s'allonge, ce qui fait qu'on fait de moins en moins de cellules, puisque plus le temps de division est long, et moins on a le temps de faire des neurones dans un temps donné. Ça, c'est assez évident. On a une augmentation de la phase de synthèse de l'ADN et de la phase G1, qui est la première phase de croissance de la cellule. Ça, c'est vrai chez la souris. Chez le macaque, la durée du cycle commence par augmenter, et puis elle rediminue un peu plus tard. Donc, c'est un point quand même assez essentiel que cette question de la période neurogénique, dont l'augmentation chez les primates. Alors elle commence plus tard chez les primates, la période de formation de neurones, mais elle dure beaucoup plus longtemps chez les primates. Et c'est à l'origine, évidemment, c'est un des facteurs, évidemment, de l'expansion du néocortex.
Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il faut encore comprendre les déterminants principaux, qui soient à la fois intrinsèques, c'est-à-dire dans la cellule elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la cellule, fait qu'elle va se diviser plus ou moins, qu'elle va avoir une rapidité de division plus ou moins grande, et puis évidemment les facteurs extrinsèques, des facteurs en particulier qui vont aller modifier la vitesse de division de ces cellules. Alors parmi les facteurs intrinsèques, il y a on a trouvé des mutations, des mutations qui sont spécifiques de Sapiens en particulier, qui affectent la durée du cycle. Donc j'en discuterai le moment venu, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Un des facteurs intrinsèques importants est le positionnement du plan de clivage. C'est-à-dire que si vous avez une glie radiaire, si vous avez un plan de clivage vertical, vous allez très souvent faire 2 glies radiaires. Et donc, vous allez amplifier le nombre de glies radiaires, donc le nombre de progéniteurs. Donc, vous allez agrandir, d'une certaine façon, la surface de votre neurone, de votre cortex. Mais si vous avez un plan de clivage qui est horizontal, ou même un petit peu biaisé, comme ça, un petit peu truc, alors vous allez faire une glie radiaire, et puis l'autre, ça va être une cellule qui va partir vers le haut et qui va devenir un progéniteur intermédiaire, par exemple. Et donc, qui va quitter en tout cas la zone ventriculaire, qui va devenir soit une glie radiaire basale, c'est-à-dire qu'il n'a plus de contact avec le domaine apical, soit un progéniteur basal intermédiaire, c'est-à-dire une petite cellule qui ne va pas aller toucher là-haut, mais qui est petite, mais qui va avoir un pouvoir prolifératif assez important. Donc ces clivages non verticaux, qui donnent des progéniteurs intermédiaires qui génèrent les zones subventriculaires, et en particulier la externe, la hauteur SVZ, eh bien, sont très très rares chez la souris, ce qui explique probablement le petit nombre de glies radiaires de type B, et la quasi-absence de zones subventriculaires externes, de haut SVZ dans cette espèce. Chez les humains, la majorité des clivages restent des clivages verticaux, ça c'est comme chez la souris, mais il y a un grand nombre de clivages horizontaux qui permettent de générer justement cette OSVZ qui est tellement importante pour la formation de l'amplification du nombre de neurones dans notre espèce. Alors, l'orientation du plan de clivage, elle est dictée par l'orientation du fuseau mitotique, ça c'est évident, et on sait qu'il y a des mutations qui modifient la position du fuseau mitotique et qui, chez Sapiens, sont à l'origine, par exemple, de microcéphalie. La mutation en particulier ASPM, Abnormal Spindle-like Microcephaly Associated Gene, est une mutation qui modifie la position du fuseau mitotique et qui, chez Sapiens, entraîne une microcéphalie. Alors, il y a des gens qui ont spéculé que ce gène a joué un rôle dans l'évolution du cerveau humain. Il y a eu plusieurs papiers là-dessus, je crois que je vous en ai parlé dans les années précédentes. Il y a eu beaucoup de contestations aussi, parce que les mutations sont apparues il y a très peu de temps. Certaines mutations importantes sont apparues il y a très peu de temps, genre de 5 ou 6 000 ans, donc c'est un peu difficile d'imaginer qu'ils étaient vraiment à l'origine de l'évolution de notre cortex, puisque bon, ça fait quand même au moins 200 000 ans qu'on est là. C'est pas long, mais bon. C'est déjà mieux que 4000, voilà. Donc, il y a aussi, évidemment, des facteurs extrinsèques qui sont des facteurs de croissance, mais aussi des protéines qui sont présentes dans la matrice extracellulaire et qui se lient à des protéines transmembranaires qu'on appelle les intégrines, et sur lesquelles je discuterai dans un petit moment. Donc, ces phénomènes extrinsèques, dans ces extrinsèques, il y a aussi des facteurs, et c'est un truc que j'ai découvert moi en lisant, faisant la littérature, des facteurs qui sont sécrétés par les axones du thalamus. Alors, vous savez que vous avez toutes les régions du cortex sont innervées, sauf le cortex olfactif, qui fait une exception là, mais toutes les autres régions corticales du cortex à 6 couches sont innervées par des axones qui viennent du noyau thalamique, je vous ai montré ça plusieurs fois, qui sont des structures sous-corticales. Et vous voyez, sensorielles, thalamique, cortex. C'est-à-dire que si vous touchez votre main, ça passe
part du noyau thalamique, l'information, et ensuite vous avez un relais thalamique et ça va passer vers le cortex sensoriel. Donc, il se trouve que beaucoup de facteurs qui sont impliqués dans la prolifération des cellules corticales viennent par les axones thalamiques. Et ça, c'est vraiment, je trouve, extraordinairement intéressant. Parce que ces axones thalamiques poussent donc dans le néocortex et forment des synapses avec les neurones de la plaque corticale. La plaque corticale, c'est évidemment le futur cerveau. Et donc, s'il sécrète des facteurs, il sécrète des facteurs qui pourraient, d'après les auteurs, affecter la prolifération des progéniteurs, en particulier au niveau de la zone subventriculaire. Alors, chez les gyrencéphales, les primates notamment, les axones thalamocorticaux sont plus abondants, beaucoup plus abondants, et leur cône de croissance reste très très longtemps dans les zones intermédiaires. Voilà, vous voyez ici ce que j'appelle intermediate zone, ici. Ça, c'est la plaque corticale, donc là, les neurones y sont faits. Et ce que disent les auteurs, c'est que ces neurones thalamiques restent ici, au niveau de la zone intermédiaire, pendant un temps. Donc, ils pourraient sécréter des facteurs qui sont impliqués dans l'amplification du compartiment de OSVZ essentiellement. Donc, si tel est le cas, des mutations qui toucheraient la production de ces facteurs, ou leur transport, ou leur sécrétion, ou encore leur récepteur, puisque un facteur doit avoir un récepteur de l'autre côté, pour avoir un rôle dans l'évolution de la taille du néocortex. Alors, on ne connaît pas la nature de ces facteurs, donc moi, évidemment, je vois tout avec les homéoprotéines, puisque c'est mon métier. Mais je serais assez intéressé de voir un jour, si j'ai le temps, si par hasard, certains de ces facteurs qui sont transportés par les axones ne pourraient pas être des facteurs de transcription de la famille qui nous intéresse dans le laboratoire. Vous voyez ici, par exemple, que si vous exprimez un facteur de transcription comme NGREL dans des neurones, et pas comme CROX24, qui est un autre facteur de transcription, vous voyez que lui, il reste dans le noyau, mais que ce facteur de transcription part immédiatement dans les axones. Et pour ce qui est du cortex, si vous injectez la protéine OTX2 dans l'œil, qui est aussi un facteur, vous la retrouvez, après plusieurs relais, dans les zones corticales. Donc on pourrait imaginer en fait que ces facteurs de transcription qui viendraient de la périphérie pourraient avoir un rôle à jouer dans la prolifération des cellules souches. C'est assez... c'est pas tout à fait absurde parce que des expériences ont montré que si on... D'abord, ces protéines sont très souvent des oncogènes, donc sont impliquées dans la prolifération. Et ensuite, si on retire les yeux assez rapidement, ne dites pas ça aux gens, mais si on ferme les yeux assez rapidement à une souris, assez tôt, on peut voir des modifications de la taille des compartiments qui correspondent au cortex visuel. Donc maintenant, je vais repartir d'articles un petit peu plus anciens. Certains d'entre eux ont été analysés en 2011, et qui vont permettre d'entrer un petit peu dans les détails. Alors d'abord, il me faut vous rappeler des éléments extrêmement simples que j'ai résumés ici, dans cette diapositive, qui je crois doit être la diapositive numéro 13. Oui. Donc extrêmement simple. Et là, ce que vous avez, c'est un schéma qui aimait beaucoup Pasco Rakic, qu'il aime toujours d'ailleurs. Je ne vais pas dire trop de mal de Pasco Rakic, parce qu'il y a ici un de ses anciens étudiants qui irait lui raconter que je dis du mal de lui, mais Pasco est un peu sectaire. D'abord, il ne croyait pas à la neurogénèse chez l'adulte. Bon, il a dû quand même mettre un peu d'eau dans son vin. Mais il a aussi une idée extrêmement fixiste du système nerveux, et pour lui, toute la formation des protomaps, c'est-à-dire la compartimentation génétique du cortex, se faisait au niveau du neuroépithélium, ce que j'appelle les cellules NEC, les cellules du neuroépithélium. Et ensuite, comme les glis radiaires viennent d'ici et montent vers le cortex, comme je vous l'ai montré, avec en particulier les glis radiaires apicales, viennent faire un contact avec le haut, et comme les neurones migrent le long des glis radiaires, vous voyez que la compartimentation qui est décidée au niveau du neuroépithélium
est conservé à travers toute l'épaisseur de la dimension 3 en fait, du cortex, et qu'en fait, la compartimentation de l'entièreté du cortex dérive uniquement de la protomap au niveau du neuroépithélium, du fait qu'il y a une sorte de projection, parce que les cellules nerveuses suivent fidèlement les glies radiaires. Donc ça, c'est un modèle auquel tenait énormément Pascoe. Je ne sais pas s'il tient toujours, parce que quand même il est assez souple, donc il peut changer d'avis. Il a changé d'avis sur la neurogénèse adulte, donc il peut aussi changer d'avis là-dessus. Je n'ai pas parlé avec lui depuis longtemps. Mais c'est évident que ce n'est pas le cas. Et vous allez voir que ce n'existe pas. L'autre chose qu'il faut savoir, que je vous rappelle ici, c'est que voici ici une glie radiaire, et qu'une fois qu'un neurone a été constitué, les neurones qui sont générés après passent par-dessus celui qui a été constitué avant. C'est-à-dire ce qu'on appelle la formation d'un cortex en inside-out. C'est-à-dire qu'en fait, les neurones qui sont constitués, qui sont générés les derniers à partir de la zone ventriculaire, dans un schéma aussi simpliste que celui-là, terminent en fait dans les zones qui sont les zones les plus superficielles, en fait, la couche 2 du cortex, en fait, ici, puisque la couche 1, comme vous le savez, est une couche dans laquelle il y a des fibres et au départ, évidemment, des cellules de type chiral-rhésus. Voilà. Donc, je vous renvoie un peu au cours de 2011 et je vais suivre un article que j'avais déjà discuté, mais de façon dans un contexte un petit peu différent, d'Arnold Kriegstein, qui travaille à San Francisco, et de ses collaborateurs, qui a un papier qui est publié en 2011 dans Cell. Donc là, je remets ça parce que ça peut vous aider un tout petit peu. Je pense que c'est la diapositive numéro 14, celle-là, si je ne me trompe pas. Mais bon, on le verra plus tard. Donc, le cortex de différentes espèces varie par leur forme, bien entendu. Elle varie par le type et par le nombre de cellules qu'on peut y trouver. Et la plupart des études de développement du cortex ont été, pour des raisons d'utilité génétique, bien entendu, faites chez la souris. On ne peut pas travailler ces choses-là chez le singe. Donc, l'avantage de la souris, c'est qu'elle a la même structure que nous, en gros, avec les 6 couches dans le cortex, la plupart du cortex, sauf, comme je vous l'ai dit, dans le cortex olfactif, où il n'existe que 3 couches. Donc, si on veut regarder l'anatomie comparée entre les différentes espèces, il faut regarder cette anatomie comparée en fonction, à partir de la question de la neurogénèse. Et donc, c'est ce qu'a fait Kriegstein dans cette revue. Il a passé en revue des données qui démontrent, ou en tout cas qui suggèrent très fortement, que les changements de surface des différentes aires corticales sont en relation, chez nous en tout cas, avec les divisions des cellules dans cette zone que maintenant vous connaissez par cœur, qui est la hauteur subventriculaire zone, la OSV, que je vais appeler OSVZ. Maintenant, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est une idée selon laquelle la structure et l'organisation du néocortex dépend donc de la prolifération des cellules qui bordent le ventricule. Cette idée, celle de Pascoe-Raky d'une certaine façon, mais il n'a pas tort non plus complètement, je pense qu'il a raison. C'est pas une idée neuve, c'est une idée qui a été développée par William Heath. William Heath a vécu entre 1831 et 1904 et qui avait développé les principes que les cellules germinales se divisent rapidement au niveau de l'épithélium ventriculaire, que les neuroblastes immatures migrent le long de ce qu'il appelait des spongioblastes, et ces spongioblastes, en fait, ce sont les glies radiaires aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les appellerait. Donc, cette idée d'une migration des neuroblastes qui sont nés dans la zone ventriculaire ou subventriculaire, évidemment importante dans le contexte de l'hypothèse de l'unité radiaire qui a été proposée par Pascoe, puisque en 1988, qui est à l'origine de l'idée de protomap. C'est-à-dire que la compartimentation cérébrale, elle est décidée très très tôt au niveau de cet épithélium unicellulaire qui borde le ventricule, juste après que, même peut-être avant, que la feuille ne se soit repliée au cours de la formation du tube nerveux. Parce qu'au départ, c'est un plan avant d'être devenu un tube. Donc, les cellules gliales radiaires ont depuis été enrichies de la propriété de cellules souches. Personne ne pouvait imaginer que ces glies radiaires qui exprimaient un marqueur d'astrocyte, en fait, la GFAP, pouvaient être des cellules souches.
Alors évidemment, il y a des gens qui avaient pensé. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé de quelqu'un qui s'appelle Altman en 1960. C'est le type qui avait le premier vu de la neurogénèse. Nottebohm aussi y avait pensé. C'est le type qui a découvert la neurogénèse chez les oiseaux. Et puis, c'était généralement accepté, cette idée que les cellules gliales sont en fait des cellules souches, grâce au travail de Arnold Kriegstein, dont je vous parle, et de Magdalena Goetz, qui est une chercheuse germanique. Et ça, c'est dans les années 2000, hein, c'est relativement récent, enfin, de moins en moins récent, mais assez récent. Chez la souris, au cours du développement, les progéniteurs gliradiaires donc, sont dans la zone ventriculaire et contactent les surfaces ventriculaires apicales et piales, basales du néocortex. Donc, ça, de nouveau, je vous l'illustre ici. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vais avancer un petit peu plus vite parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir avec cette affaire. Hein. Donc, si une RG, comme vous avez ici, alors vous avez ici ce qui se passe, c'est-à-dire que ces cellules sont finalement des cellules souches. Hein. Ces glis radiaires ne sont pas des glis, elles vont devenir des astrocytes plus tard. Hein. Mais pour l'instant, ce ne sont pas des astrocytes, ce sont des cellules souches. Hein. Elles sont très grandes, ce sont des cellules souches quand même. Et elles ont deux façons de se multiplier. Hein. Elles peuvent se multiplier à ce niveau-là, et donc ça va vous donner une grande zone ventriculaire. Hein. Voilà, elles se divisent de façon symétriquement avec un plan de clivage qui est un plan de clivage vertical. Et puis, vous avez aussi, évidemment, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que vous avez aussi un clivage qui va donner une glie radiaire, mais une cellule avec à cause du plan, qui est un plan horizontal au lieu d'être vertical, va vous donner des cellules de type intermédiaire qui vont faire des grandes zones subventriculaires. Hein. Et ça, c'est évidemment extraordinairement important pour l'amplification du nombre de cellules dans notre cortex. Donc, au fond, ce qui est intéressant dans cette affaire, si vous voulez, c'est que donc, la formation des circonvolations résulte de cette différence hein, entre cette prolifération dans ces différentes zones. Et il y a aussi quelque chose qui a une conséquence assez importante là-dedans. Et cette conséquence, elle donne un sérieux coup à l'hypothèse de la protomap de mon ami Pascoe. Parce que quand vous avez un système comme ça, vous voyez que maintenant vos glis radiaires qui peuvent servir de guide, elles ne sont plus forcément attachées à la zone apicale. Donc si je suis un neurone qui est né dans cette région-là, un petit neurone vert, là, hein, par exemple, et que je suis dans cette région-là, je peux m'attacher à cette glie radiaire-là et partir par ici, ou cette glie radiaire-là et partir par là. Hein. C'est-à-dire que j'introduis, si vous voulez, quelque chose de stochastique, d'aléatoire dans la migration, dans un certain limite, bien entendu. Mais ça peut expliquer, si vous voulez, par exemple, vous voyez ici, ça c'est l'aire visuelle primaire. Hein. Donc c'est complètement différent, enfin complètement, c'est assez différent de ce système-là qui est beaucoup plus déterministe. Et la conséquence, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir une variation interindividuelle extrêmement importante dans la taille des compartiments cérébraux. Et là, vous voyez, en rouge, c'est le système, l'aire visuelle primaire, et c'est ce qui est commun à tous les individus qui ont été analysés dans des expériences d'imagerie cérébrale. Et en jaune et en vert, c'est la zone de variabilité. Ce qui veut dire qu'en fait, entre individus, même sapiens, hein, eh bien, la taille des compartiments peut varier de 1 à 2, voire de 1 à 3, voire de 1 à 4. Hein, donc, et ça, c'est probablement lié au fait que les cellules ne sont pas obligées de suivre de façon mécanique, si vous voulez, la structuration en protomap qui aurait eu lieu, selon le schéma classique, au niveau de la zone ventriculaire, après compartimentation des cellules épithéliales. Donc, c'est important, hein, je pense que ça a son rôle. Voilà, je suis à 16, il faut que je rattrape toujours mon truc. Donc, pour ce qui est de l'importance des progéniteurs intermédiaires de la SVZ, elle est confortée par la mutation de TBR2, qui est un facteur de transcription qui est exprimé dans les progéniteurs, dans les cellules IP. Et quand on a une mutation de ce facteur de transcription TBR2, eh bien, on a une microcéphalie chez Sapiens, c'est pas joli. Voilà. Donc, voilà ici, par exemple,
vous avez l'expression des différents gènes. Vous voyez ici que ces intermédiaires ici expriment TBR2, hein. Celui-là aussi exprime TBR2, et si vous avez des mutations dans celui-là n'exprime pas TBR2, il est déjà différencié. Ce sont les cellules intermédiaires OSVZ qui expriment TBR2. Vous avez aussi une expression de TBR2 dans ces intermédiaires IP ici. Si vous mutez TBR2, eh bien, vous faites des humains microcéphales. Donc, ça veut dire que ces cellules sont effectivement extrêmement importantes pour déterminer la taille du cerveau. Donc maintenant, je vais me concentrer un petit peu sur les primates. Même si la régulation... Je crois que je ne vais pas y arriver une fois de plus. Bon, c'est pas grave. Je peux rester un peu plus longtemps? Peut-être? Non. Vous me dites quand vous en avez marre. Hein. Je vous dis aussi quand j'en ai marre. Donc on va se concentrer sur les primates. Je pense que je ne finirai pas le cours cette année. On continuera sur les singes l'année prochaine. C'est un domaine qui... Je vous expliquerai pourquoi il y a des choses qui sont vraiment... Il faut prendre le temps d'expliquer, parce que tout l'aspect génétique et épigénétique de l'évolution, je crois que je ne peux pas le traiter en une séance, ce serait le gâcher, quoi. Donc, même si la régulation de surface du cortex peut se faire au niveau de la mort des cellules, on va le voir, hein, l'augmentation de la taille de ce compartiment, évidemment, plaide en faveur d'un rôle de l'augmentation importante de la prolifération cellulaire. Alors, chez les souris, bon, je vais sauter un peu 2-3 trucs, hein, parce que ça devient fatigant, surtout pour moi. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer ici, quand même, c'est vous l'illustrer, parce que je vous dis qu'elle augmente la taille. Mais là, vous voyez, c'est ce qui se passe chez un macaque. Hein. Alors, le macaque, c'est un animal sympathique, mais il a un cerveau 10 fois plus petit que le nôtre, quand même. Donc, vous voyez ici la taille de la zone ventriculaire chez un macaque, la taille de la zone subventriculaire chez un macaque, et vous voyez ce qui se passe chez un sapiens, c'est-à-dire la taille de la zone ventriculaire chez un sapiens, elle est là, hein, et la taille de la zone subventriculaire chez un sapiens, qui est vraiment énorme, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver chez un primate quand même, hein, un primate qui a des circonvolutions. Un macaque, c'est pas une souris, hein, c'est mieux qu'une souris. Enfin, c'est mieux, il ne faut pas le dire aux souris. Mais... on peut voter les grenouilles maintenant, donc, dans l'Ouest, donc dans le Grand Ouest. Donc, je avance un petit peu, je saute, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais voir si je peux avancer. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de la survie des cellules. Voilà. Donc les cellules de la glie radiaire, alors, il faut quand même savoir qu'au pic de la neurogénèse, chez les sapiens, hein, chez les humains, l'OSVZ contient un nombre égal de progéniteurs et de neurones postmitotiques. Hein. Et ça, c'est uniquement chez nous. Il ne faut pas nous confondre avec des souris. Et les cellules se divisent avec un plan de clivage horizontal qui donne une ORG et une cellule IP immature, un préneurone en fait. Donc la production de neurones corticaux chez Sapiens démarre à la 6e semaine de la gestation, hein, ce qui correspond aussi à la génération des premières cellules de Caral-Rhesus, hein, qui jouent un rôle, comme vous vous en souvenez, dans la neurogénèse. Et la zone subventriculaire externe, l'OSVZ, apparaît à la 11e semaine de la vie intra-utérine, de la gestation, et elle grossit jusqu'à la 17e semaine. Donc c'est une période relativement importante. C'est l'âge, hein, en fait, auquel cette zone est devenue la zone germinale prédominante dans le cortex humain. Donc on peut dire que VZ et OSVZ, hein, sont les deux domaines de prolifération sur lesquels on peut agir, hein, pour construire un plus grand cerveau. Contrairement à ce qui se produit chez la souris, même si on a trouvé un tout petit nombre maintenant de glies radiaires dans la zone sans attachement apical, donc on pourrait dire des ORG, hein, il y en a très très peu. Chez l'humain, après division, la première IP peut proliférer un grand nombre de fois et constitue donc une source d'amplification extraordinairement importante. Alors pour conclure cette partie sur l'expansion du cortex,
je dirais que l'expression structurelle est une caractéristique de l'évolution du cerveau des mammifères. Une cause majeure est l'augmentation du nombre de progéniteurs neuraux et le nombre de divisions neurogéniques qui accompagnent le développement cortical. Donc, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. On va aller à l'article suivant, qui est celui-là, sinon je ne m'en sortirai jamais de cette affaire. Donc, c'est un article qui a été publié assez anciennement, en 2010, par Fitz et collaborateurs. Et lui, il compare les humains et le furet. Alors, le furet est marrant parce que c'est un rongeur, mais c'est un rongeur qui fait des circonvolutions cérébrales. Ça nous ennuie un peu. Pour rien vous cacher, moi, ça m'ennuie un petit peu, cette histoire de rongeurs qui font des circonvolutions. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et le furet est séparé de nous quand même depuis un certain temps. Ça fait quand même 97 millions d'années que nos copains se sont séparés, que les furets se sont séparés de nous. Donc, mais il est quand même gyrencéphale. Il a une organisation en ISVZ et OSVZ, comme nous, très semblable entre les deux espèces. Le maintien du contact basal est le point le plus original de l'article qui nous compare au furet. Donc, dans cette diapositive ici, qui je crois la 19e, elle illustre pour Sapiens que si je... Alors là, je suis au niveau de la lame basale, c'est-à-dire ici, d'accord ? Et je mets un colorant lipophile, c'est-à-dire que c'est un colorant qui va suivre la glie, comme ça, et qui va aller me chercher là où est le corps cellulaire. Et vous voyez que certains vont aller trouver des corps cellulaires dans la zone ventriculaire, c'est normal, mais vous allez aussi avoir des corps cellulaires dans la zone subventriculaire. Donc ça, c'est la démonstration que vous avez des cellules de ce type. Donc ces corps cellulaires sont dans la zone ventriculaire, mais aussi dans la zone subventriculaire, et toutes les zones de la zone ventriculaire, ou presque, sont en prolifération. Donc ça, on peut le voir ici. Vous voyez que on fait un petit marquage pour voir si toutes les zones qui ont une fixation ici, on les marque parce que bon, elles sont rouges, on voit que toutes celles qui sont dans la zone ventriculaire sont en prolifération. Dans la zone subventriculaire, il n'y en a que la moitié qui est en prolifération, d'une certaine façon. Et toutes les zones qui sont en prolifération, toutes les cellules qui sont en prolifération sont des cellules qui expriment PAX6, donc celle-là et celle-là, mais les cellules qui expriment pas PAX6 et qui ont un contact ici, eh bien, elles ont cessé de se diviser. En fait, ce sont des neurones. Donc, vous avez donc la preuve, d'une certaine façon, que l'expression de PAX6 est un marqueur de prolifération chez ces cellules. Donc, ça, c'est aussi la preuve que le compartiment principal de prolifération est la zone OSVZ. Donc, la prochaine diapositive vous montre ici qu'il n'y a pas de différence avec le furet. C'est exactement la même chose. Donc, impossible de faire sur cette base une différence entre un furet et un sapiens. Donc, l'ASVZ du furet, comme l'ASVZ humaine, contient au moins deux populations de progéniteurs, une semblable à ceux des souris, qui exprime TBR2 et qui est proche de la zone ventriculaire, ISVZ, et une plus éloignée, exprimant PAX6, la OSVZ, et qui maintient un contact avec la zone piale. Il faut aussi ajouter évidemment les zones ventriculaires, qui dans toutes les espèces sont en prolifération, chez la souris, idem. D'accord ? Donc si je reviens maintenant sur une illustration qui est maintenant très bien connue de vous, on comprend beaucoup mieux, j'espère. Qu'est-ce qui m'ennuie celui-là ? Je veux pas de... Allez. On comprend, je pense, beaucoup mieux que les cellules PAX6 plus TRB2-, qui ont un contact avec la zone piale et sont en prolifération chez les gyrencéphales et les lysencéphales, et que les gyrencéphales se distinguent par la séparation de la SVZ. Donc, cette structure-là, elle est vraiment, vraiment spécifique des gyrencéphales, mais pas forcément des sapiens. Ça peut aussi être des furets. Ouais. Donc, c'est un peu décevant, je veux dire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, la dernière partie de l'article de mes collègues Fitz et collaborateurs introduit une idée très différente, qui est celle de la régulation de la prolifération des cellules de l'OSVZ par des facteurs qui se lient aux intégrines.
Alors ça, c'est différent parce que maintenant, tout ce qui va moduler l'expression, la prolifération de ces cellules va avoir un rôle à jouer sur la taille de notre cerveau, hein, Furet ou Sapiens. Hein. Donc, ou aussi tous les primates qui sont des animaux gyroncéphales. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, qui est relativement... bon, ben là, l'équistatine, alors qu'est-ce que c'est qu'une intégrine? Une intégrine, c'est un récepteur qui est présent sur la région apicale dans les terminaisons des glis radiaires ici, et qui ont deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta, différents types de chaînes alpha et de différents types de chaînes bêta. Il y a une grande variété des intégrines. Et ils se fixent à des protéines qui sont des protéines de la matrice extracellulaire qui est très très enrichie dans ce qu'on appelle la lame basale. En particulier la laminine, la fibronectine. Bon, ce n'est pas forcément très intéressant pour vous, mais c'est quand même quelque chose de relativement important. Et donc, si vous... Comment c'était positif? Quel numéro celle-là? Je ne sais plus. La 22. Donc, si vous mettez vous pouvez inhiber l'action des intégrines, c'est-à-dire bloquer la signalisation entre la terminaison de votre glis radiaire et votre lame basale avec, par exemple, une drogue qu'on appelle l'équistatine. Et cette équistatine va faire que certaines des intégrines, en fait alpha-5, bêta-1 et alpha-v, bêta-3, qui sont exprimées par les glis radiaires, on est chez la souris ici, et qu'est-ce que ça fait quand je bloque cette interaction, cette signalisation? Eh bien, je réduis le nombre de progéniteurs en division. Alors, vous voyez ici, par exemple, que ça, c'est Ki67, c'est une protéine qui montre toutes les cellules qui sont en train de proliférer à un moment donné. Vous voyez que si j'ai bloqué cette interaction entre les intégrines et ma lame basale, eh bien, avec l'équistatine, vous voyez que j'ai une diminution très forte de la prolifération, à la fois dans la zone subventriculaire et dans la zone ventriculaire. Hein. Et puis, ce ne sont pas tellement d'ailleurs les cellules TBR2 qui sont bougées, mais ça c'est normal, comme vous l'avez vu tout à l'heure, parce que ce ne sont pas celles qui prolifèrent le plus, c'est celles qui expriment PAX6. Et ça, vous le voyez ici. Si ici maintenant je regarde avec PAX6, ça c'est mon contrôle. Donc j'ai des cellules PAX6 qui prolifèrent dans la zone subventriculaire la plus externe, de cette façon, enfin ça reste une zone ventriculaire, on est chez la souris. Hein. Dans la zone ventriculaire, j'ai une forte expression de PAX6 aussi. Ce sont des cellules dont nous avons vu tout à l'heure que ce sont des cellules en prolifération. Si je bloque l'interaction entre cette région-là et ma lame basale, vous voyez que j'ai une diminution extrêmement importante de la prolifération. Ça, c'est Ki67 qui montre toutes les cellules en prolifération. Mais essentiellement, vous voyez des cellules qui expriment PAX6, et c'est normal, puisque nous savons que les cellules PAX6 sont des cellules qui sont des cellules en prolifération. Donc, cette interaction avec la haut du cerveau, si j'ose dire, est très important pour maintenir une neurogénèse normale. Donc, dans petite première conclusion, on peut dire qu'il existe une spécificité des modes d'amplification dans probablement toutes les espèces de gyroencéphales, humains compris, mais pas seulement. Hein. Deuxièmement, C ou SVZ qui proviennent d'une délamination de la couche ventriculaire sont en fait des cellules gliales radiaires qui sont apicales qui sont délaminées. Ensuite, les divisions asymétriques répétées des cellules de la SVZ externe conduisent à une accumulation de neurones dont le nombre dépasse ceux générés par les progéniteurs à polarité apicale. Finalement, le point le plus nouveau, à mon sens, c'est l'importance donnée à la lame basale de l'apia dans le contrôle de la prolifération. Donc, et ça, c'est une conclusion qui rejoint le rôle joué par les cellules de Caral-Rhesus dans la neurogénèse, hein, puisque vous avez vu que ces cellules de Caral-Rhesus entraînent très tôt la prolifération des progéniteurs intermédiaires. Et l'importance du contact pial dans la prolifération des OSVZ. Donc, au fond, il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Très tôt, les Caral-Rhesus jouent un rôle dans la prolifération, et puis plus tard, et dans la prolifération, en fait, à ce moment-là, de cellules TBR2+, très tôt, vous avez vu, et plus tard, cette interaction avec la lame basale intervient fortement dans la prolifération
des cellules qui expriment PAX6 et qui sont en fait des progéniteurs intermédiaires aussi. Donc, le contact avec le haut du cortex semble quelque chose de fondamental. Alors, il y a un autre article, qui a été publié par Siegenthaler et Plager en 2011, et qui a à voir aussi avec cette région qui est une région importante. Hein. C'est la région qui est en fait la région des méninges. Donc, il rappelle que la première couche des cellules des méninges est identifiable chez la souris très très tôt. Hein. Les méninges, vous savez, c'est ce qui est à la surface de votre cortex, tous les cortex. Il est généré chez la souris entre E9 et E10, c'est-à-dire extraordinairement tôt au cours du développement. Et chez l'humain, autour de la 4e semaine de gestation. Donc vraiment aussi extrêmement tôt au cours du développement. Donc bien avant la formation des premières cellules de Carl-Rhesus, qui, elles, se forment aux 7e semaine, à GW7, hein, comme maintenant vous le savez par cœur. Donc avant, il y a les méninges qui sont là. Et les cellules des méninges, au niveau cortical, dérivent de la crête neurale, hein, voilà. Et à ce niveau-là, elles dérivent du mésoderme. Donc c'est pas les mêmes méninges d'une certaine façon. Au-delà dans le mésencéphale et dans le cortex. Donc c'est une crête neurale diencéphalique. Hein, ça vient du diencéphale et ça migre vers le télencéphale. Donc ce sont des cellules de la crête neurale qui vont envahir l'avant, mais qui sont générées au niveau du diencéphale. Les crêtes neurales, c'est au moment où le tube nerveux se ferme pour former le tunnel, il y a des cellules qui échappent en haut là, et puis qui vont commencer à migrer, et ces cellules, c'est des cellules qu'on appelle la crête neurale. Je vous renvoie à tous les travaux qui ont été développés par Nicole de Dorin sur la question de la crête neurale. C'est la grande spécialiste de la crête neurale, comme vous le savez. Pas uniquement de la crête neurale, d'ailleurs, parce que les découvertes qu'elle a faites ont touché le système immunitaire. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Donc, ces cellules forment donc les pneuméninges. Et vous voyez, elles sont constituées de plusieurs couches ici, que vous pouvez voir dessinées. Et elles sont en contact. Hein, elles se synthétisent. Après, vous avez ici sont les vaisseaux, hein, ce sont des vaisseaux sanguins. Et puis vous avez la formation de la lame basale, dont je viens de vous dire hein, qu'elle est extrêmement importante dans les contacts qu'elle établit avec les glis radiaires. Donc vous avez deux couches, hein, une couche interne de cellules, la pia et l'arachnoïde. Voilà la pia. Vous avez ici la couche arachnoïde. Qui dérivent de méninges, qui font des méninges. Vous avez les vaisseaux que j'ai dessinés ici en rouge, et la couche externe qu'on appelle la dura, qui est ici, se forme entre le mésenchyme et puis le calvarial dans le mésenchyme et puis la peau. Donc en fait tout ça, ça va se durcir et vous formez un crâne d'une certaine façon. Donc, de nouveau, chez l'homme, les leptoméninges sont visibles, identifiables entre GW11 et GW12. Voilà. Donc, les glis radiaires, j'en ai parlé, elles touchent l'âme basale. C'est là que se font les contacts avec les intégrines, qui sont si importants donc pour la prolifération de ces cellules. Et vous pouvez aussi imaginer, hein, avec un peu d'imagination, les cellules de Carl-Rhesus, hein, qui sont en train de migrer à ce niveau-là. Hein, et qui, elle aussi, régule la prolifération, bien qu'elle soit là. Donc, en fait, toute cette zone, en fait, est extraordinairement importante pour réguler la taille de votre cerveau, et du mien, et de celui des souris, de tout le monde, d'accord? Donc, j'ai parlé des Carl-Rhesus pour ce qui est de la formation des compartiments, de la prolifération. Vous pouvez aussi savoir qu'elle synthétise une molécule qu'on appelle la rhyline, et la rhyline a une fonction qui est très importante dans la migration des neurones le long des glis radiaires, donc c'est aussi important. Et chez le mutant, un mutant qu'on appelle Riller, qui n'a pas de rhyline, dont les cellules de Carl-Rhesus ne synthétisent pas de rhyline, on a des cerveaux qui sont inversés d'une certaine façon, et qui ont un phénotype de type Riller, c'est-à-dire chancelant. Chancelant, pourquoi? Parce que les cellules sont plus capables de fonctionner inside-out, c'est-à-dire que au lieu de passer sur la cellule qui était précédente, elle s'accumule en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a une structure inverse. Ça marche à peu près, mais pas terrible. Voilà. Donc, cette migration demande évidemment que c'est comme ça que ça se passe. Donc, au lieu de passer que la rouge par-dessus la rouge s'accumule sous la rose. Et cette migration, évidemment,
demande que l'aryline interagisse avec des autres molécules signalisatrices. L'aryline ne fonctionne pas tout seul. Hein. Ici, on voit qu'elle fonctionne avec un récepteur, se fixe sur son récepteur, hein, le récepteur à l'aryline, qui est en fait un ApoER, c'est-à-dire un récepteur aux lipides aussi. Et puis, il y a une double interaction avec une molécule qu'on appelle l'éphrine, qui est une molécule signalisatrice dont j'ai souvent parlé avec vous dans les années qui ont précédé. Donc, un article récent donc, met l'éphrine dans la boucle hein, et propose une seconde interaction qui permet la transduction du signal via la phosphorylation de DAB1 ici, hein, qui donc c'est une interaction entre différentes molécules qui permet la migration des cellules le long des glis radiaires ici. Donc les éphrines hein, sont très très fortement impliquées dans les phénomènes de migration et cette récente publication ajoute encore une complexification, ça ne simplifie pas l'affaire, dans la compréhension de la transduction du signal par ces molécules qui sont sécrétées par les cellules de Caral-Rhesus. Et toujours pour les cellules de Caral-Rhesus, c'est quelque chose qui est à mon avis extraordinairement important. Si on retire les ménages, hein, qui viennent avant les cellules de Caral-Rhesus, rappelez, elles viennent avant. Si maintenant je retire les ménages, je n'ai plus de migration des cellules de Caral-Rhesus. Ça veut dire que les cellules, les ménages, sécrètent des molécules qui attirent les cellules de Caral-Rhesus. Je vous ai parlé de Paxis pour la régulation de la migration des cellules de Caral-Rhesus. Maintenant, je vous parle de molécules qui sont sécrétées par les ménages, et en particulier ce qu'on appelle des cytokines. Hein. Il y a deux cytokines qui sont visiblement très importantes, c'est CXCL12 et CXCR4. Et si je mute chez ma souris CXCL12 ou CXCR4, eh bien, j'ai un mauvais positionnement de mes cellules de Caral-Rhesus. Et probablement aussi un mauvais positionnement de mes bords. Hein. Il y a une mauvaise prolifération pour un compartiment donné. Donc, en fait, vous voyez ici un point complémentaire de complexification, c'est-à-dire que j'ai encore un élément qui peut intervenir dans la formation de mon cortex, sa compartimentation, sa prolifération. Donc, ça, je vous renvoie à Paxis, hein, dont je vous montrais que Paxis avait un rôle à jouer dans la migration, mais il n'y a pas que Paxis qui a un rôle à jouer dans la migration, il y a aussi, ici, on peut voir donc des chymokines, et on peut imaginer que ce facteur de transcription co-signale avec des chymokines. Et en fait, tout ce qui a été démontré dans le laboratoire, c'est que ces facteurs de transcription, quand ils signalent, ne signalent pas seuls, ils co-signalent avec d'autres molécules. Donc ça, je peux évidemment vous le montrer ici, par exemple. Quand nous avons regardé le rôle de la protéine NGREL dans la migration des cônes de croissance qui viennent de la rétine, eh bien, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il co-signale avec les éphrines. C'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer, c'est que CXCL2 joue sur la migration des cellules de Caral-Rhesus, mais il joue en coopération avec d'autres facteurs, et en particulier, je pense, avec le facteur Paxis. Donc, ce serait extrêmement intéressant, dans les travaux qui sont faits actuellement en collaboration avec Madame Pirani, de vérifier si, dans les expériences qu'on fait, rajouter des chymokines peut permettre de modifier la position des bords dans des expériences de perte et de gain de fonction du facteur Paxis. Maintenant, je vais quitter, si vous voulez, les chymokines, et je vais aborder une autre question qui est celle de l'acide rétinoïque. Donc ça, c'est encore un autre facteur. Les ménages synthétisent de fortes... Alors voilà, ici, vous avez donc les migrations cellulaires. Le rôle de CXCL12, je n'ai pas marqué l'autre chymokine, dans la migration des cellules de Caral-Rhesus, qui sont des migrations tangentielles, qui viennent ici au niveau des terminaisons des glis radiaires. Et puis vous avez aussi un autre élément qui est la sécrétion par les ménages de l'acide rétinoïque. Donc l'acide rétinoïque est un acide gras en fait qui passe à travers les membranes, qui peut rentrer dans des cellules, lesquelles ici, j'imagine personnellement que ce sont les cellules de Caral-Rhesus, et puis aller
se mettre sur un récepteur à l'acide rétinoïque qui va réguler la transcription de gènes particuliers au niveau du noyau de ces cellules. Ce sont ce qu'on appelle des récepteurs nucléaires. Donc, l'acide rétinoïque est un morphogène connu, qu'on a rencontré très souvent au cours des cours que j'ai pu vous faire dans les années précédentes. On l'a très discuté, et c'est au moment important du cortex, c'est que quand les glies radiaires passent d'une division symétrique à une division asymétrique et produisent les progéniteurs intermédiaires, alors on peut imaginer que l'acide rétinoïque va jouer un rôle dans cette production de progéniteurs intermédiaires. Donc, les souris qui sont mutantes, par exemple, pour un facteur de transcription qu'on appelle FOXC1, ont une forte désorganisation des ménages. Les ménages sont très désorganisés dans ce mutant, et elles ont un nombre excessif, même très excessif, de divisions symétriques au dépend de la production de neurones. Donc, et alors, ça conduit à la formation d'un cortex qui est très long, mais qui est très fin. Donc, ce n'est pas terrible, quoi. Donc, et ce défaut de phénotype est complètement corrigé par l'addition de l'acide rétinoïque. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc, cet acide rétinoïque qui est sécrété par les ménages, en plus des chymokines qui sont sécrétées par les ménages, a aussi un rôle à jouer dans la formation du cerveau. Et donc, c'est assez amusant parce que ça veut dire au fond que, parmi d'autres éléments cellulaires, bien entendu, mais les ménages sécrètent le cerveau. On peut dire ça comme ça. C'est pas du tout ce qu'on aurait imaginé au départ. Donc, ouais, mais c'est la vérité, je pense. La vérité, enfin bon, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas de cellules nobles dans le système. Et si j'ai une mauvaise formation des ménages, eh bien, j'aurai un cerveau qui aura un certain nombre de problèmes. Donc, ça résume ce que je viens de vous dire. Donc, vous avez d'abord le positionnement des cellules de Caral-Rhésus grâce à ces chymokines. Ensuite, vous avez vos cellules de ménage qui synthétisent l'acide rétinoïque qui agit sur certains éléments et qui a un rôle à jouer dans la prolifération des cellules, mais surtout dans la formation des cellules neurales à partir de divisions asymétriques. Et puis ensuite, eh bien, vous avez la stabilisation par la lame basale qui, comme on l'a vu plus tôt, a aussi un rôle à jouer dans la prolifération et la différenciation des cellules. Donc, c'est autant d'éléments, c'est autant de niveaux sur lesquels vous pouvez intervenir pour modifier la surface et la taille de votre cortex. Donc, les mêmes auteurs ont pris l'avantage d'un mutant qui est invalidé pour les intégrines bêta 1. Donc, je rappelle, les intégrines, ce sont des cellules, ce sont des molécules qui sont en haut, là, dans les pieds radiaires, avec une sous-unité alpha et une sous-unité bêta. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y en a une sous-unité bêta qui est particulièrement importante. Et on peut prendre une souris dans laquelle on va supprimer la bêta 1. D'accord ? C'est l'ITG bêta 1, CNS, KO. On va le faire que dans le système nerveux, parce que si je le fais partout, je vais avoir vraiment une souris qui va avoir des problèmes majeurs. Donc, si je supprime mon intégrine bêta 1, je vois que j'ai une fraction des cellules RG, donc des glies radiaires, pas toutes, qui se détachent de la couche pliale. Est-ce que j'ai ça là? Non, je n'ai pas. Qui se détachent de la couche piale. Donc ça, c'est dans la diapositive 29, mais c'est pas... J'ai dû en sauter une, mais c'est pas très grave. Et ces animaux sont normaux, à l'exception qu'ils ont un cerveau plus petit. Vous voyez ici que, en fait, si vous regardez la taille du cerveau, soit dans ce sens-là, dans ce sens-là, si vous avez fait un mutant, en fait, il est plus petit. Et vous voyez ici, par exemple, la longueur du cerveau, AP21. Vous voyez que voilà, chez mon mutant, il est plus petit. Et puis, si je regarde l'épaisseur du cerveau, je vois que mon épaisseur du cerveau est aussi plus petite. Donc, en fait, j'ai un cerveau qui a été un petit peu rétréci. Il suffit pour ça de retirer, en fait, une molécule dans le cerveau spécifiquement à un moment donné, qui est en fait une sous-unité d'intégrine de type bêta
Donc ça, c'est intéressant. On a des problèmes de positionnement des neurones, mais comme vous pouvez voir ici, par exemple, regardez avec des marqueurs qui sont des marqueurs spécifiques de type neuronaux. En fait, excusez-moi, ce que je vous ai dit là est faux. Hein, ce qui se passe ici, c'est dans les deux axes, vous avez un rétrécissement du cerveau, mais l'épaisseur du cerveau, elle, n'est pas modifiée. En fait, vous avez la même taille de cerveau. Et vous pouvez regarder les différentes, vous voyez ici, l'épaisseur, où qu'on regarde dans la zone médiale, centrale ou latérale, l'épaisseur est conservée. Et vous n'avez pas de modification des neurones, en particulier des neurones pyramidaux, ici, qui sont marqués par un marqueur qu'on appelle CUX1, et qui correspond en gros à 80% des neurones. Donc en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez simplement rétréci votre cerveau de souris en modifiant cette interaction d'intégrine. C'est un petit peu la même chose que je montrais avec l'équistatine, sauf que c'est plus spécifique parce que ça ne touche qu'une seule intégrine. C'est une manip génétique, ce n'est pas une manip pharmacologique qui bousille toutes les intégrines. Donc c'est quand même plus intéressant. Donc vous pouvez rentrer dans les détails, je n'ai pas forcément envie. Non, je pense que... Enfin, moi, je suis fatigué, vous le sentez peut-être. Une fois de plus, j'ai trop travaillé hier. On va continuer la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, alors, donc, dans mon cours, je comptais vous donner les bases cellulaires et moléculaires, ou plutôt génétiques de la chose. Je ne pourrai pas vous donner toutes les bases génétiques. La semaine prochaine, je vais terminer ça. Je vais reprendre un petit peu, de façon un peu plus calme, pour que vous puissiez reprendre vos esprits sur cette affaire. Et je démarrerai un tout petit peu les histoires de génétique. Mais vous allez voir que ce qui est très important dans ces histoires de génétique, ce n'est pas tellement les gènes qui sont exprimés, parce qu'en fait, on a les mêmes gènes que tout le monde, d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est la régulation, et en particulier les co-régulations de gènes. Donc les co-régulations de différentes... Par exemple, si j'ai les mêmes gènes qui sont exprimés chez un chimpanzé et chez un sapiens, je n'ai pas les mêmes gènes qui sont exprimés en même temps chez un chimpanzé et un sapiens, ou bien pas les mêmes gènes qui, quand un est exprimé, l'autre est réprimé. C'est-à-dire qu'ils sont en fait en interaction génétique. Et ça va nécessiter que je vous explique ce qu'on appelle pas mal de régulations de type épigénétique. C'est-à-dire comment un enhancer peut réguler en même temps différents types de gènes. Et ça a à voir aussi avec la structure de la chromatine, comment elle se replie sur elle-même, comment on peut faire des boucles, comment les enhancers peuvent être co-régulés. Donc, ça va m'obliger à faire une grande avancée, développement plutôt des bases de la structure de la chromatine. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais bâcler en une séance, parce que d'abord c'est super intéressant. Ça va vous ramener le cours un tout petit peu, le mettre en contexte avec le cours qui est donné par Editeur sur ces questions, qui sont des cours absolument fascinants. Et j'ai un peu surestimé, sous-estimé l'importance de la question que je voulais vous traiter cette année. Et donc je vais, l'année prochaine, remettre à l'année prochaine l'essentiel du côté génétique et épigénétique de l'évolution du cortex. On en parlera un petit peu la semaine prochaine, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Ça vous obligera à revenir l'année prochaine, pour ceux d'entre nous qui seront là. Voilà, donc voilà. Merci.